vous touchez peut-être là un des points qui serait qu'est-ce qui définirait une production de masse. Et évidemment, on porte l'attention en général sur l'importance de la diffusion ou la taille du public. Et il me semble que dans ce livre, et vous venez de le suggérer, il y a aussi deux autres critères. L'un qui serait cette internationalisation des productions. Ça vaut pour le monde de l'écrit, bien sûr, avec les traductions, les imitations, les adaptations, mais ça vaut aussi pour la circulation d'autres formes, et on le retrouvera au-delà du cirque avec le cinéma. Et l'autre qui serait le fait que dans une culture de masse, il y a une migration d'un support à l'autre. Bien sûr, dans les sociétés d'Ancien Régime, ça existe aussi. On passe de l'image au texte, du texte à la parole vive. Mais ici, ça devient presque quelque chose de systématique, de passer d'un langage à un autre langage, créer la plasticité d'histoires qui sont toujours les mêmes mais qui ne sont jamais pareilles. Est-ce qu'on peut retenir ces deux critères ? Je vais prendre deux exemples pour illustrer vos propos. L'internationalisation, c'est le fait, par exemple, que les écrivains français, quand ils sont traduits en espagnol, sont véritablement intégrés à la culture espagnole. On ne parle pas d'Alexandre Dumas, mais d'Alejandro Dumas. On ne parle pas d'Eugène Sue, mais d'Eugenio Sue. Et on pourrait multiplier les exemples. Le deuxième phénomène est également évident autour de ce que les Américains ont appelé Oncle Tom's Cabin, la case de l'oncle Tom. Quand on regarde la manière dont Oncle Tom est passé du roman feuilleton au théâtre ou chanté ou non, à l'illustration, aux objets. Sa représentation, on va la trouver sur des tasses, sur des verres, sur des affiches, sur n'importe quels objets. On voit bien la migration sur les supports. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, le fait que, dit-on, les cigariers ou cigarières de l'île de Cuba ont inventé le cigare Monte Cristo en l'honneur du roman que leurs compagnons de travail leur lisaient pendant qu'ils travaillaient. Cette version circule encore aujourd'hui à Cuba. Je ne sais pas si elle est vraie, mais au fond, apocryphe ou non, elle permet de toucher du doigt ces phénomènes. Alors on peut peut-être continuer dans cet examen et penser à la géographie que vous avez tracée ou dressée. Jean-François Sirinelli s'est fondé sur une opposition entre des centres, des noyaux dans lesquels les évolutions qu'on vient de rappeler seraient bien en place dès cette période, 1830, 60 et prolongée jusqu'en 80, et puis d'autres où il y aurait comme un décalage. Comment vous pourriez faire cette géographie à gros traits pour nos auditeurs ? Tout à fait. Comme vous le rappeliez, comme le disait Jean-Yves Mollier, le projet, dans le fond de ce livre et de cette rencontre d'un certain nombre de spécialistes, c'était de replacer un phénomène qui nous paraît être un phénomène massif, sans jouer sur les mots, parce qu'on est en face d'un phénomène historique sur lequel on ne peut pas comprendre ni la fin du XIXe siècle, ni le XXe siècle. De replacer ce phénomène, disais-je, à la fois dans le temps, et il y a débat, on vient de le voir, débat implicite ou explicite, mais aussi dans l'espace. Alors, je reviens une seconde, et je reviendrai à votre question, mais je reviens quand même à cette question du temps. Effectivement, il ne faut jamais que nos auditeurs oublient que nous sommes en face d'un phénomène culturel qui, même s'il s'accélère à certains moments, est un métabolisme lent. Et donc, comme le disaient mes deux prédécesseurs, de fait, quand on étudie ce phénomène, on l'étudie avec des phénomènes d'anticipation. Cela dit, la mise en lumière de ces anticipations ne doit pas nous abuser. Le phénomène ne devient réellement massif, or c'est ça notre objet, qu'à un moment donné. Et pour répondre à votre question, et rester encore une seconde à la France, et ensuite on en viendra non plus au temps mais à l'espace, un chiffre. Ce matin, nos auditeurs ont ouvert pour un certain nombre d'entre eux un quotidien. Songez qu'en France, à la fin du Second Empire, il n'y a comme tirage cumulé de tous les quotidiens français qu'environ 1 million d'exemplaires chaque matin. 1 million. 30 ans à peine plus tard, au tournant du siècle, il y en a 10 millions. C'est ça la culture de masse, concrètement. C'est-à-dire qu'avant, nous sommes dans les prodromes, d'une certaine façon, qui méritent l'appellation, mais qui n'ont pas encore la densité historique. Dans le cas français, on bascule, si vous voulez, de mon point de vue, mais il y a débat, dans les 3 dernières décennies du siècle. Et je reviens à votre question. Juste un point, parce que quand vous dites 1 million, 10 millions, 1 million, ça devient le tirage d'un journal. Dans le cas du petit journal ou du petit Parisien, le million qui était toute la presse confondue devient le tirage d'un seul titre. Tout à fait. Et les 10 millions sont à rapporter à une population qui ne dépasse pas 40 millions. 40 millions avec environ 16 millions de foyers, même un petit peu moins. Donc il faut voir l'ampleur du phénomène. Alors,
L'autre intérêt, bien évidemment, de ce livre et de notre réflexion ce matin, c'est que, bien évidemment, il y a un phénomène qui a été différentiel. C'est-à-dire que selon les zones, ce phénomène ne s'est pas développé de la même façon. Alors, ce qui est intéressant, et simplement en 3 phrases et en 3 remarques, c'est d'abord de noter que, contrairement à ce qu'on a longtemps écrit, il n'y a pas antériorité des États-Unis en ce domaine. Il n'y a pas non plus retard. Il y a 2 processus parallèles, d'ailleurs avec des vecteurs culturels qui ne sont pas forcément les mêmes. Jean-Yves Mollier et Dominique Khalifa le rappelaient, dans le cas français, on peut parler de l'imprimé en tout premier lieu. Dans le cas des États-Unis, bien qu'il y ait dès cette époque une industrie du livre, peut-être la première du monde dès cette époque, en tout cas très forte, le support est le spectacle. D'où le passage aisé que vous évoquiez tout à l'heure, la plasticité que vous mettiez en lumière, ensuite au cinéma, dès ce départ. Mais donc, première, si vous voulez, non pas matrice, car ce sont des phénomènes parallèles, mais première zone des 2 côtés de l'Atlantique, l'Europe occidentale d'une part, les États-Unis. Deuxième zone, au pluriel, enfin deuxième série d'aires qui constitue une zone, des régions européennes comme l'Espagne, où là, notre collègue Botrel montre bien, et c'est passionnant. Et j'avoue que pour ma part, moi qui suis 20e, je n'avais pas pris la mesure à ce point du phénomène. Nous sommes encore dans des phénomènes d'oralité, très largement, qu'on retrouve par ailleurs dans la 3e zone que j'évoquerai dans un instant, c'est-à-dire l'Amérique du Sud. Mais cette oralité fait que le journal, en tout état de cause, ne peut pas jouer, du moins à la même époque, le même rôle. Enfin, 3e zone, des pays comme, par exemple, les pays d'Amérique latine, où là, l'oralité, dans un premier temps, joue en différant, si vous voulez, le rôle du journal. Et donc, il y a des effets différés. Alors, on peut s'attacher un temps à ce premier exemple que vous avez pris, ou ce premier participant du premier cercle, c'est-à-dire les États-Unis, parce qu'il me semble que le cas américain, tel qu'il est traité ici, pose 2 questions vraiment importantes. La première, c'est que si on parle de littérature industrielle ou d'industrie culturelle, évidemment, cela sous-entend que l'on parle aussi de structure de production. Et il me semble que le cas américain, je ne sais pas si on peut le généraliser, est intéressant dans la mesure où les maîtres de ces structures de production sont d'abord les maîtres des structures de diffusion. Et l'article montre que pour les salles de cinéma, c'est Nickelodeon, c'est-à-dire on payait très peu pour voir les films, c'est là la propriété de ce réseau de salles qui remonte en amont sur les grands majors d'Hollywood. Alors, est-ce que ça, c'est un trait général qu'on pourrait aussi retrouver en France ou en Allemagne ou en Angleterre? C'est toute la question du vecteur culturel avec un amont et un aval. Et là, en l'occurrence, c'est l'aval d'une certaine façon qui prime dans la mesure où il y a le phénomène de distribution. Les distributeurs, dans ce cas précis, sans généraliser, ensuite il faudrait voir au cas par cas, mais les distributeurs, dans le cas des États-Unis, vous le notiez à l'instant, sont essentiels. Et ça sera un des enjeux d'ailleurs de l'industrie cinématographique du premier XXe siècle américain, que de voir cette sorte de rapport de force entre les distributeurs et les producteurs proprement dit. Dans un premier temps d'ailleurs, il y a d'une certaine façon les 2 rôles en un. Mais je ne sais pas ce qu'il en est pour l'édition. Il faudrait demander à Jean-Yves Mollier. Dans l'édition, j'ai envie de citer un nom, Louis Hachette, qui met en place en France un système de distribution de l'imprimé, que ce soit le journal ou le livre, dès 1853, et qui exerce un véritable monopole sur l'ensemble de la distribution de l'imprimé. On peut dire d'ailleurs que c'est lui qui va créer la librairie française au sens où ces kiosques de gare, comme on les appelle, mais qui ne sont jamais que des librairies installées dans les gares, vont donner naissance à tout un système de distribution extrêmement efficace qui va pénétrer avec le chemin de fer, de plus en plus de la grande ville vers la petite ville et de la petite ville vers la bourgade, à une époque où le chemin de fer pénètre partout avant la Première Guerre mondiale. Il y a un deuxième trait, peut-être, Dominique Khalifa, sur les États-Unis qui est plus complexe à analyser, parce que l'essai veut montrer, en reprenant d'ailleurs des thèses défendues par certains historiens américains, comme Lawrence Levine, que d'un côté, il y a évidemment une progression de cette culture de masse pour qu'elle devienne massive et qu'elle va s'emparer aussi de milieux qui ne sont pas populaires ou masculins, mais familiaux et bourgeois. Et c'est ainsi que toute cette culture qui était celle du vaudeville, du théâtre burlesque, qui jouait souvent sur un registre un peu grossier, pornographique, va s'épurer de façon à gagner un public plus large. Et curieusement, non pas du haut vers le bas, mais en quelque sorte du populaire vers des milieux moins populaires. Et en même temps, dans ces années que vient de rappeler Jean-François Sirinelli, il y a
Lévin parle de bifurcation culturelle, c'est-à-dire qu'on est aussi dans un retrait de la culture d'élite, le concert hall, la salle de concert, le musée. Alors comment est-ce qu'on peut articuler d'abord pour les États-Unis et plus généralement ces deux mouvements qui apparaissent assez contradictoires? Une culture populaire qui devient la culture de tous, et en même temps une distance qui est marquée par rapport à ce que vous rappeliez au début l'un et l'autre, c'est-à-dire la disqualification, le stigmate sur une culture qui ne correspond plus aux critères lettrés, ce à quoi fait allusion Walter Benjamin. Je crois que vous mettez l'accent sur un des points majeurs et qui peut expliquer aussi le retard avec lequel l'histoire, pour aller vite, a abordé ces questions-là. Je voudrais dire deux choses très brièvement en réponse à votre question. La première, c'est qu'il ne faut effectivement pas considérer que la culture de masse est exclusive. C'est un environnement culturel nouveau se met en place qui va affecter évidemment la production formatée sur le plan industriel, mais pas seulement. Quelque chose se met en place à partir de là qui va affecter l'ensemble de la production, l'ensemble des usages, l'ensemble des pratiques, y compris dans la haute culture. Je pense qu'on ne peut plus imaginer la diffusion de la production savante dans un milieu où la massification de la production a pris les caractères qu'on connaît, comme auparavant. Donc cette culture de masse n'est pas exclusive. Véritablement, on entre dans un domaine où l'ensemble des circulations est devenu le point central. L'autre aspect, effectivement, c'est que les maîtres mots, on les a déjà dit, et ça joue dans ce caractère-là, c'est transmédialité, capacité effectivement à disséminer d'un support à l'autre, sérialité qui fonctionne effectivement avec la logique de formatage industriel, et ce point du coup que vous évoquez qui a longtemps été l'argument avec lequel on a écarté cette question d'un revers de main, qui est effectivement que cette culture ne produit sans doute pas l'homogénéisation du public et de la réception auquel on pense, mais au contraire, par contre-coup et par souci et de distinction et par souci aussi commercial de coller au public les plus nombreux, produit en quelque sorte un effet de diffraction, de fragmentation, d'échelonnage des publics qui rend effectivement sa saisie et sa pesée beaucoup plus complexe que la simple représentation d'une culture de masse. Et d'ailleurs, dans ce cas, on voit cette hybridation que vous évoquez du premier versant, le fait que dès la fin du XIXe siècle, il y a une tentative de utiliser ces croisements culturels par les avant-gardes. Dans le livre, il est rappelé comment, un des titres d'ailleurs, c'est le poème populaire moderne, qui était la formule de Mallarmé, il y a là une prise de conscience par certaines avant-gardes esthétiques, à la fois de la dissociation radicale qui s'est produite et en même temps de la nécessité peut-être d'inventer des nouvelles formes pour une culture esthétiquement fondée qui va s'approprier des éléments de cette culture de masse. Est-ce qu'on peut aller dans cette direction, Jean-François Simon ? Oui, d'une façon plus générale. De fait, les avant-gardes, par définition, sont quelquefois plus sensibles, j'allais dire, à des mutations en cours et tenter de les accompagner et même de les subvertir. En même temps, à partir de là, se pose une contradiction. L'avant-garde suppose, d'une certaine façon, un processus de dissidence culturelle. Peut-on être dissident et à l'intérieur d'une culture de masse ? Mais de fait, il y a eu quelquefois, au sein de ces avant-gardes, le pressentiment des mutations en cours, à coup sûr, et l'idée de les accompagner, de les utiliser. C'est très net dans le cas du surréalisme. Un collègue américain, Robin Wood, a écrit un très joli livre qui s'appelle Pulp Surrealism, qui montre que le surréalisme n'est pas une création, enfin c'est sa thèse, n'est pas une création sui generis des intellectuels, mais en quelque sorte une captation de cet air ambiant, modelé, façonné par la culture de masse dans le Paris de 1900.